Alors, voyons sur le schéma comment ça fonctionne cette fois-ci. Même topo, on arrive à la fin de l'exercice comptable, on fait la différence entre les produits et les charges et on détermine le résultat comptable. Il y a une petite nuance déjà, puisque cette fois-ci, le résultat comptable n'est que provisoire. Alors, à partir de ce résultat comptable provisoire, même topo que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des divergences entre les règles comptables et les règles fiscales, on va donc corriger le résultat comptable afin de déterminer le résultat fiscal. Donc on va faire les réintégrations, les déductions. On déterminera le résultat fiscal. Sachant que dans les réintégrations-déductions, vous en avez qui sont spécifiques pour les BIC, vous en avez qui sont spécifiques pour l'IS, et puis vous en avez d'autres qui sont communes aux deux régimes d'imposition. Alors en fait, une fois qu'on a déterminé ce résultat fiscal, on est en mesure, ça y est, de calculer l'impôt sur les sociétés, puisque cette fois-ci, la société a la personnalité fiscale, c'est-à-dire que c'est la société qui va payer l'impôt. On calcule donc le montant de l'IS. Alors le taux de droit commun au niveau de l'impôt sur les sociétés, 33,1%. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres taux d'imposition que nous verrons quand nous travaillerons sur la partie relative à l'IS. Il se peut qu'il y ait de la participation des salariés. Donc je l'ai indiqué parce que ça s'impute également à ce niveau. Donc participation des salariés obligatoire dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés, facultatif pour les autres. Et là aussi, c'est un point sur lequel nous serons amenés à travailler. Donc j'avais mon résultat comptable provisoire, j'ai calculé l'impôt sur les sociétés, éventuellement la participation des salariés, et je trouve ainsi le résultat net de l'exercice. C'est ce dernier, ce résultat net, qui apparaîtra dans le bilan et dans le compte de résultat, qui apparaîtra dans les documents de synthèse. Donc vous voyez que déjà ici, dans un premier temps en tout cas, on a dans les deux cas, qu'on soit à l'IR ou qu'on soit à l'IS, on a besoin de déterminer le résultat fiscal, donc d'analyser les réintégrations, les déductions. Ensuite, au niveau de l'IS, là, on peut calculer l'impôt. Pour l'IR, on attendra un petit peu quand on abordera la partie concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour déterminer le bénéfice net imposable, donc ça va correspondre au résultat comptable, ce qu'on a vu, la différence entre les produits et les charges, que vous avez fait ressortir dans mon schéma. Mais compte tenu qu'il y a des dispositions fiscales spécifiques, particulières, donc on va faire les réintégrations-déductions, c'est ce qu'on appelle des corrections extra-comptables. Alors extra-comptables, tout simplement parce que ça se fait à l'écart de la comptabilité, ça ne donne pas lieu à des enregistrements comptables. C'est un raisonnement fiscal. Alors, diverses considérations permettent de justifier, d'une part, les différences entre les règles juridiques et les règles fiscales. D'autre part, l'application de règles fiscales spécifiques concernant, par exemple, les particularités que j'évoquais tout à l'heure, ou d'incitation économique. Alors regardez, comptablement, par exemple, l'amortissement dégressif n'est pas autorisé. Quand on fait un amortissement dégressif ou quand on fait un amortissement exceptionnel sur 12 mois, on applique des règles de fiscalité. L'objectif étant d'inciter les entreprises à réaliser des investissements. L'interdiction de déduction de diverses charges comptabilisées, alors comme par exemple sur la TVA, on avait parlé à un moment donné des dépenses somptuaires. On avait dit, voilà, sur les dépenses somptuaires, on ne peut pas déduire la TVA. Il y avait la chasse, la pêche, les yachts, les résidences d'agrément. Eh bien, ces charges, ces dépenses somptuaires sont également exclues du droit à déduction. Dès qu'on a une dépense somptuaire, on l'a enregistrée en comptabilité, elle n'est pas déductible fiscalement, on fait donc une réintégration. On la neutralise. Ensuite, la période d'imposition. Donc, les bénéfices sont déclarés à la clôture de l'exercice. Alors, la plupart du temps, en fiscalité, on a des exercices comptables qui coïncident avec l'année civile, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Évidemment, l'impôt, je vais le payer l'année suivante. Donc, je détermine des opérations en N et je paye l'impôt en N+1.
Si par hasard l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, donc ici comment ça se passe? Donc lorsque l'exercice ne correspond pas avec l'année civile, l'impôt annuel est établi. Alors tout dépend. Si un seul bilan est dressé, eh bien à ce moment-là, on va se servir du résultat dégagé. Maintenant, il se peut qu'il y ait plusieurs bilans qui aient été établis. Donc si plusieurs bilans ont été établis, à ce moment-là, on va tout simplement additionner les résultats. Et si jamais aucun exercice n'est clos durant l'année, donc à ce moment-là, à partir d'un résultat qu'on va estimer, on va ainsi prévoir le résultat, il est calculé depuis la dernière période imposée. Et ensuite, quand on a déterminé ce montant provisoire, on l'imputera du résultat définitif dégagé au titre de l'exercice. Mais bon, c'est vrai que sur la fiscalité, vous avez toujours, en tout cas dans les sujets d'examen, des exercices qui coïncident avec l'année civile. Pour déterminer le bénéfice net imposable, donc ça va correspondre au résultat comptable, ce qu'on a vu, la différence entre les produits et les charges, que vous avez fait ressortir dans mon schéma. Mais compte tenu qu'il y a des dispositions fiscales spécifiques, particulières, donc on va faire les réintégrations-déductions, c'est ce qu'on appelle des corrections extra-comptables. Alors extra-comptables, tout simplement parce que ça se fait à l'écart de la comptabilité, ça ne donne pas lieu à des enregistrements comptables. C'est un raisonnement fiscal. Alors, diverses considérations permettent de justifier, d'une part, les différences entre les règles juridiques et les règles fiscales, d'autre part, l'application de règles fiscales spécifiques concernant, par exemple, les particularités que j'évoquais tout à l'heure, ou d'incitation économique. Alors regardez, comptablement, par exemple, l'amortissement dégressif n'est pas autorisé. Quand on fait un amortissement dégressif ou quand on fait un amortissement exceptionnel sur 12 mois, on applique des règles de fiscalité. L'objectif étant d'inciter les entreprises à réaliser des investissements. L'interdiction de déduction de diverses charges comptabilisées, alors comme par exemple sur la TVA, on avait parlé à un moment donné des dépenses somptuaires. On avait dit, voilà, sur les dépenses somptuaires, on ne peut pas déduire la TVA. Il y avait la chasse, la pêche, les yachts, les résidences d'agrément. Eh bien, ces charges, ces dépenses somptuaires sont également exclues du droit à déduction. Dès qu'on a une dépense somptuaire, on l'a enregistrée en comptabilité, elle n'est pas déductible fiscalement, on fait donc une réintégration. On la neutralise. Ensuite, la période d'imposition. Donc, les bénéfices sont déclarés à la clôture de l'exercice. Alors, la plupart du temps, en fiscalité, on a des exercices comptables qui coïncident avec l'année civile, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Évidemment, l'impôt, je vais le payer l'année suivante. Donc, je détermine des opérations en N et je paye l'impôt en N+1. Si, par hasard, l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, donc ici, comment ça se passe? Donc, lorsque l'exercice ne correspond pas avec l'année civile, l'impôt annuel est établi. Alors, tout dépend. Si un seul bilan est dressé, eh bien à ce moment-là, on va se servir du résultat dégagé. Maintenant, il se peut qu'il y ait plusieurs bilans qui aient été établis. Donc, si plusieurs bilans ont été établis, à ce moment-là, on va tout simplement additionner les résultats. Et si jamais aucun exercice n'est clos durant l'année, donc à ce moment-là, à partir d'un résultat qu'on va estimer, on va ainsi prévoir le résultat, il est calculé depuis la dernière période imposée. Et ensuite, quand on a déterminé ce montant provisoire, on l'imputera du résultat définitif dégagé au titre de l'exercice. Mais bon, c'est vrai que sur la fiscalité, vous avez toujours, en tout cas dans les sujets d'examen, des exercices qui coïncident avec l'année civile. Pour déterminer le bénéfice net imposable, donc ça va correspondre au résultat comptable, ce qu'on a vu, la différence entre les produits et les charges, que vous avez fait ressortir dans mon schéma.
Mais compte tenu qu'il y a des dispositions fiscales spécifiques, particulières, donc on va faire les réintégrations-déductions, c'est ce qu'on appelle des corrections extra-comptables. Alors extra-comptables, tout simplement parce que ça se fait à l'écart de la comptabilité, ça ne donne pas lieu à des enregistrements comptables. C'est un raisonnement fiscal. Alors, diverses considérations permettent de justifier, d'une part, les différences entre les règles juridiques et les règles fiscales. D'autre part, l'application de règles fiscales spécifiques concernant, par exemple, les particularités que j'évoquais tout à l'heure ou d'incitation économique. Alors regardez, comptablement, par exemple, l'amortissement dégressif n'est pas autorisé. Quand on fait un amortissement dégressif ou quand on fait un amortissement exceptionnel sur 12 mois, on applique des règles de fiscalité. L'objectif étant d'inciter les entreprises à réaliser des investissements. L'interdiction de déduction de diverses charges comptabilisées, alors comme par exemple sur la TVA, on avait parlé à un moment donné des dépenses somptuaires. On avait dit, voilà, sur les dépenses somptuaires, on ne peut pas déduire la TVA. Il y avait la chasse, la pêche, les yachts, les résidences d'agrément. Eh bien, ces charges, ces dépenses somptuaires sont également exclues du droit à déduction. Dès qu'on a une dépense somptuaire, on l'a enregistrée en comptabilité, elle n'est pas déductible fiscalement, on fait donc une réintégration. On la neutralise. Ensuite, la période d'imposition. Donc, les bénéfices sont déclarés à la clôture de l'exercice. Alors, la plupart du temps, en fiscalité, on a des exercices comptables qui coïncident avec l'année civile, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Évidemment, l'impôt, je vais le payer l'année suivante. Donc, je détermine des opérations en N et je paye l'impôt en N+1. Si, par hasard, l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, donc ici, comment ça se passe? Donc, lorsque l'exercice ne correspond pas avec l'année civile, l'impôt annuel est établi. Alors, tout dépend. Si un seul bilan est dressé, eh bien à ce moment-là, on va se servir du résultat dégagé. Maintenant, il se peut qu'il y ait plusieurs bilans qui aient été établis. Donc, si plusieurs bilans ont été établis, à ce moment-là, on va tout simplement additionner les résultats. Et si jamais aucun exercice n'est clos durant l'année, donc à ce moment-là, à partir d'un résultat qu'on va estimer, on va ainsi prévoir le résultat, il est calculé depuis la dernière période imposée. Et ensuite, quand on a déterminé ce montant provisoire, on l'imputera du résultat définitif dégagé au titre de l'exercice. Mais bon, c'est vrai que sur la fiscalité, vous avez toujours, en tout cas dans les sujets d'examen, des exercices qui coïncident avec l'année civile.